Bonjour, mon nom est Claude Gélina. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que lors de votre transit quotidien en automobile, en autobus, vers votre travail, peut-être y avez-vous été à vélo ou à pied, vous n'avez pas trop souffert de la circulation. Mais il y a des bonnes chances que si vous habitez à Québec ou à Lévis ou à Montréal ou à peu près n'importe quel grand centre, Longueuil, Laval, vous avez souffert de la circulation. C'est quelque chose qui nous permet à tous les jours de réfléchir. Il y a ça de bon. À pourquoi on est dans le trafic, pourquoi on se bat pour se rendre au travail, tout le monde exactement à la même heure. Euh, et parfois, il y a des réflexions qui nous passent par l'esprit. On se dit, là, il y a à Québec, à tout le moins, Québec-Lévis, il y a un troisième lien qui est envisagé. Ça pourrait être un tunnel, ça pourrait être un pont, ça pourrait être le pont de Québec qui est détruit puis qui est reconstruit avec quelque chose de plus large, plus fonctionnel. Il y a d'autres endroits aussi où on pourrait faire des tunnels. C'est pas juste à l'île d'Orléans que ça pourrait être fait. Ça pourrait être fait ailleurs. Et ça stimule toutes sortes de réflexions. Est-ce que c'est ça que ça prendrait pour que le trafic soit plus fluide? Ben, la réponse, c'est que oui, ça aiderait. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire parce que ce que je vous parle, l'histoire du tunnel à la hauteur de l'île d'Orléans qui relierait Québec et Lévis, les chiffres qui ont circulé jusqu'à présent sont astronomiques. On parlerait de 4 milliards de dollars pour réaliser cet ouvrage-là. Et c'est très cher pour un ouvrage de cette distance-là. Je ne pense pas que les défis techniques soient aussi élevés. Les chiffres ont été contestés. Il y a des gens qui disent que ça devrait coûter moins cher, mais ça reste que le chiffre de 4 milliards est resté un peu dans l'imaginaire. Puis là, on a Régis Labombe qui revient à la charge avec un projet de service de bus qui se dit rapide, mais qui ailleurs, lorsqu'il a été implanté, a même fait baisser la vitesse du service d'autobus. Donc, ça s'appelle un service rapide par bus, mais SRB, mais c'est pas la rapidité qui va augmenter. Alors, le nom est peut-être mal choisi. Toujours est-il que là, ce projet-là coûterait au bas mot 1,4 milliard. Notre maire de Québec, Régis Labombe, est très content puisque c'est pas entièrement lui qui paierait la facture. En fait, ce serait totalement les gouvernements du Québec et du Canada. Cependant, il faut ne jamais perdre de vue qu'on est le citoyen payeur pour tous ces niveaux de gouvernement, là, municipal, provincial, fédéral. Alors, en bout de ligne, on regarde nos portefeuilles, on regarde nos poches, on se dit, ma foi, est-ce que j'ai 1,4 milliard à mettre dans un autobus qui va être moins rapide que les autobus actuels? Ben, il faut se la poser la question. Donc, on a l'histoire du troisième lien à 4 milliards. On a l'histoire du SRB de M. Régis Labombe. Et peut-être un peu du maire de Lévis aussi, mais c'est pas sûr qu'il embarque autant dans ce projet d'autobus-là que le maire Labombe. Qui a 1,4 milliard, fait qu'on a comme 5,4 milliards minimum d'argent là, qui est pressenti pour des projets comme ceux-là. Puis vous, vous êtes dans le trafic le matin, l'après-midi en revenant de votre travail ou peut-être le soir, et vous vous dites, est-ce que vraiment tout cet argent-là va les régler mes problèmes? On sait que ça va donner de l'ouvrage à des gens qui sont très talentueux pour bâtir des routes, des tunnels, des ponts, puis même des réseaux rapides par bus. Mais ça va-tu vraiment vous aider, vous, dans la vraie vie? Moi, j'ai l'impression que le problème, comme beaucoup de problèmes, est monté en épingle, dans le sens il y a des lobbies, il y a des gens qui font leur chou gras de concentrer l'argent à des endroits, puis ensuite devenir le fournisseur pour bâtir ces choses-là. Mais vous, en tant que citoyen, en tant que contribuable, vous devez toujours garder à l'esprit que l'usage de votre argent, c'est un peu sacré, parce que c'est votre argent, puis c'est même pas vous qui le dépensez, c'est des gens que vous avez, en tout cas on le souhaite, élus, ou qui se sont fait élire par d'autres, qui le dépensent à votre place. Donc, ils sont redevables et ils doivent vous écouter. Des référendums, des assemblées, des consultations, c'est vraiment le sang de la démocratie. C'est comme ça que l'information circule et qu'on est capable d'arriver à tout le moins à un meilleur entendement. On a le droit de ne pas être d'accord, mais si on a pu au moins s'en parler, ben là, au moins on avait une tribune pour dire des choses. Alors qu'actuellement, les tribunes sont de moins en moins courantes et c'est même un peu inquiétant que quand il y en a une tribune, on s'en surprend. Alors, ça veut dire qu'il n'y en a juste plus assez.
Alors, pour revenir à notre problème de circulation à Québec, il existe des solutions qui, je crois, n'ont rien à voir avec l'installation de tunnels, de ponts, de bitume, de bus. C'est de réorganiser le travail. On pense que l'éducation va se réorganiser par elle-même parce que de plus en plus, les cours qui ressemblent un peu à ce que la télé-université fait, les cours par correspondance sont devenus très énormément populaires. Aux États-Unis, il y a l'université de Phoenix, que vous connaissez peut-être, en Arizona, qui offre, je pense, la totalité de son cursus en ligne. Les diplômes sont entièrement valables et ils sont de très haute qualité. De ce que j'ai entendu, une personne qui m'a détaillé un peu ce qu'elle suivait comme cours, ça m'a semblé extrêmement complet. La documentation est bonne. Les gens qui sont derrière les cours sont très sérieux. Alors, presque toutes les universités canadiennes et américaines, et on pourrait même dire une bonne partie des universités européennes, sont passées avec une partie, à tout le moins, de leur cursus en ligne. Et il y en a même que c'est des universités gratuites. Donc, l'université dit aux gens, ne venez pas nécessairement dans un lieu, mais adhérez à des cours où on va vous transmettre la connaissance. Vous pouvez être chez vous, vous pouvez être à la bibliothèque, vous pouvez être chez un ami, vous pouvez être à un endroit finalement qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez à apprendre. Puis ça peut être l'endroit que vous choisissez. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement une école. Mais si les écoles avaient des salles ouvertes, probablement qu'il y a des gens qui iraient. Les bibliothèques font déjà ça. Mais s'il y en avait plus, probablement que les gens seraient intéressés à varier un peu leur environnement où ils apprennent toutes ces belles choses-là. Et avoir un écran à un pied du visage, ben, on se sent dans le feu de l'action. Puis à la fin, le diplôme est très réel et très concret. Alors, si on applique ça au marché du travail, bon, l'éducation à distance, l'éducation électronique, l'éducation via le web, pourquoi on ne pourrait pas avoir ça également dans le monde du travail? Il y en a qui vont dire, ils vont lever la main, ils vont dire, oui, mais il y a déjà des travailleurs autonomes. Oui, mais les travailleurs autonomes, c'est jusqu'à 15% de la force de travail, donc c'est pas encore suffisant pour avoir un effet, puis là on revient aux routes, pour le trafic. Il faut aller plus loin que ça. Il faut permettre à des gens qui sont en emploi d'avoir, puis c'est là, je pense, qu'il y a eu le plus de dérapage, c'est que ceux qui disaient, oui, mais on ne peut pas envoyer les gens à 100% à la maison. Et c'est vrai, il y a des emplois où on a besoin d'être sur place à quelque part. Soit parce qu'on accueille des clients dans le commerce de détail, soit parce qu'on est dans la distribution puis les boîtes ne se bougeront pas tout seules à distance, ou en tout cas, pas encore. Les robots s'en viennent, le contrôle à distance va probablement ressembler à ce qu'on fait au niveau de la programmation des serveurs web. Hein. On les programme, puis après ça, tu as des milliers, des millions de personnes qui vont voir des pages web, puis c'est le robot du serveur web qui s'occupe de les accueillir, et ça fonctionne bien. Alors, il va y avoir probablement des robots dans les entrepôts pour la distribution à un moment donné, mais on n'est pas encore là, ça s'en vient. Mais il y a des emplois, par contre, qui, à l'autre bout du spectre, sont assis, sont devant un écran et avec un téléphone ou quelque chose pour communiquer. Il y en a qui vont se servir de Skype, d'autres vont se servir de Google Hangout. D'autres même vont se servir de Facebook, selon le contexte. Il y a de plus en plus d'emplois dans les médias sociaux, des gens qui s'occupent de garder tout ce beau monde-là informé, satisfait. Il y a une nébuleuse d'emplois dont on ne connaît pas toujours le titre, mais qui se définissent avec des mots de plus en plus clairs, qui est en train d'évoluer. Donc, c'est une opportunité, ça aussi. Mais on se rend compte que dans ce spectre-là des emplois, qui correspondent selon différentes estimations, entre peut-être 25 et 50% des emplois, qui peuvent en tout ou en partie être renvoyés à la maison, si on veut. Puis quand je dis à la maison, ben, si la personne veut travailler depuis une bibliothèque, ça revient un peu au même, dans le sens que la personne est tout aussi efficace. Elle a absolument tous les outils de communication qui la suivent. Avec un téléphone cellulaire, avec un portable, avec un véhicule pour se déplacer advenant le besoin, la personne, même si elle n'est pas au bureau, accomplit en bonne partie le travail qu'elle devrait accomplir. Mais là, en ouvrant la porte à amener des employés qui sont pris dans des cubicules à vivre dans un environnement peut-être beaucoup plus riche qui est chez eux, ben là, on se met à changer complètement les flux de circulation sur nos routes. Nos routes, nos autoroutes, les voies de service, oubliez ça, là. Si tu enlèves entre 25 et 50% des gens aux heures de pointe, ben, il n'y en aura plus d'heures de pointe. Parce que ça va très bien circuler avec les routes qu'on a déjà. Puis là, je le sais que dans votre tête, ça vient de faire un gros signe de caching. Parce que si on peut sauver
5,4 milliards, 1,4 pour le SRB, 4 milliards pour les ponts, puis là, on ne parle même pas de Montréal avec c'est quoi, 10 milliards pour l'échangeur turco, ça coûte une fortune. Coudonc, on s'en va quelque part, là. Ça veut dire qu'on aurait la possibilité en tant que société de réinvestir cet argent-là vers des projets structurants pour que l'économie du savoir ne soit pas l'économie des embouteillages, mais l'économie qui aura libéré les travailleurs des embouteillages aux heures de pointe. Ce qui serait absolument fascinant, ce serait un legs magnifique à passer à nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne se réunira pas quelques fois par semaine pour des rencontres, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait lieu à 8 heures le matin. On peut les faire sur l'heure du midi, on peut les faire en après-midi à 14 heures, à des heures finalement où il n'y a pas vraiment autant de trafic parce qu'il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de concentration artificielle du trafic. Et si vous êtes à l'emploi quelque part et que vous dites, moi, on ne peut pas se passer de moi, je dois être quelque part, ben c'est votre cas à vous, mais c'est peut-être pas le cas de tous les autres. Regardez autour de vous, puis posez des questions. Est-ce que dans le travail que tu fais, il y en a une partie qui pourrait être faite à la maison? Si la réponse est oui, ben ouvrez la porte, puis dites, sais-tu, peut-être que tu fais 35 heures par semaine ici, mais si tu en faisais 10 heures chez toi, puis les matins, tu arrives un petit peu plus tard, puis les soirs, tu pars un petit peu plus tôt, mais tu complètes à la maison à des moments qui te conviennent. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Puis la personne dit, ben sais-tu, ça fait du sens, c'est très bon. Ben vous venez de libérer une personne des heures de pointe. Les heures de pointe vont être plus légères déjà à cause de ça. La personne va quand même circuler. Elle va aller à l'épicerie, elle va faire son shopping, elle va probablement avoir des enfants à l'école, des choses comme ça. Mais à tout le moins, pour les endroits qui sont très névralgiques, les routes qui concentrent le trafic, les heures qui sont épouvantables parce que tout le monde se concentre là, ben vous allez avoir aidé. Donc, si vous êtes dans un poste de gestion, ayez le réflexe de poser la question à vos employés si vous êtes un bon leader, pas un boss, pas quelqu'un qui dit quoi faire, quelqu'un qui inspire les gens à aller plus loin, à vraiment se réaliser. Donc, vous êtes un leader. Vous allez probablement avoir ce réflexe-là naturellement, de poser la question à vos employés, sais-tu, je te vois aller, il y a des choses que je sais, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Puis les employés, souvent, ils ont exactement le même réflexe que vous, ils veulent que ça aille mieux. Alors, si dans la discussion, à un moment donné, ça parle de télétravail, parce que c'est la première fois que je prononce le mot, mais je voulais tranquillement vous amener à être confortable avec le concept, que c'est pas juste dans un cubicule que la productivité peut se produire à notre époque. Le télétravail, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant. Vous embauchez votre personnel parce que vous avez confiance en votre personnel, même s'il devait de temps en temps faire des choses qui sont autres que le travail, en bout de ligne, vous pouvez le savoir si le travail a été fait ou non. Et souvent, si le travail est fait, c'est parce que le leader a orienté de manière intelligente et structurée ce qui devait être fait. Le boss, lui, va être le micromanager qui va vouloir tout faire tout seul, puis tout confirmer tout seul, puis mettre sa validation sur toutes les choses. Mais le leader, lui, comprend ça. Donc, je ne m'attends pas à ce que les boss soient confortables avec le concept du télétravail parce qu'ils ont un inconfort épidermique avec le fait de laisser un employé faire quelque chose. Mais les leaders, ça, c'est peut-être vous qui écoutez. Alors là, vous l'avez naturel dans le sang. C'est le réflexe de dire à l'autre, sais-tu quoi? Même si ça ne marche pas la première fois, ben, tu vas savoir comment ne pas le faire la deuxième fois, puis on va regarder ce qui arrive la deuxième fois, puis on va toujours aller vers s'améliorant. Alors là, je diverge un peu parce que mon but, c'est vraiment le trafic. Mais par contre, ça va partir d'initiatives qui sont toutes petites dans les entreprises. Avec un ici, deux là, 10 ici, 20 là, puis ça va grandir. Éventuellement, la fonction publique va peut-être trouver ça vraiment cool aussi de payer moins cher de loyer en ayant des bureaux qui sont peut-être plus petits un peu, mais tout aussi fonctionnels selon la nouvelle réorganisation du travail. Et quand ça va se produire, tout le monde va être gagnant. On voit tous nos chèques de paye passer au tordeur avec l'argent qu'on remet à toutes les 2 semaines au gouvernement. Ben, ce serait le fun qu'il y ait une autre approche. Puis si le gouvernement dit, sais-tu quoi, on comprend que la pollution des autoroutes aide personne, on comprend que le stress aide personne, on comprend que le temps perdu nous coûte de l'argent. Les gens arrivent épuisés au travail, c'est ridicule, mais ils sont épuisés parce qu'ils sont battus dans le trafic pendant, il y en a que c'est 15 minutes, il y en a que c'est une demi-heure, mais il y en a que ça va jusqu'à 1 heure, puis d'autres, j'ai même vu des 1 heure et demie, des gens qui me parlent de ça, puis qui n'en reviennent pas eux-mêmes. Donc, on a des problèmes très sérieux, puis nos grands centres sont absolument formidables en termes de services puis d'accès. Mais quand tu as trop de trafic, ben, tu as beau avoir tous les services, tous les centres d'achat, tous les restaurants, les gens, ils viennent, ils
ils ne sont pas à l'aise de sortir de chez eux. Ils savent qu'ils vont se battre dans le trafic. Puis il n'y a pas juste le trafic, il y a les lumières qui sont mal synchronisées, il y a les radars photos qui sont rendus partout. Ça, c'est un autre sujet d'une autre capsule, faites-vous-en pas, je vais y revenir. Ça devient un peu... c'est contre nature maintenant de sortir parce que tu le sais que ça va être hostile quand tu vas sortir. Ben ça, c'est le temps de changer les choses quand tu es rendu là. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'argent, de route, de réorganisation du travail, de qualité de vie, de santé. Tout ça, c'est pas des sujets isolés. C'est des sujets qui sont tout intégrés. Alors, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. On va s'en reparler. Je vais revenir avec d'autres types de solutions. Mais rappelez-vous du mot-clé. Le mot-clé, c'est télétravail. Retournez dans votre environnement puis ouvrez grand les yeux. Il se pourrait que vous voyez des opportunités d'intégrer du télétravail dans le travail où vous êtes. Autour de vous, il y a des opportunités. Puis des fois, on ne les regarde pas, on ne les voit pas. C'est comme quand tu achètes une auto Subaru, ben après ça, tu te mets à avoir des Subaru partout, alors qu'avant, tu ne les remarquais même pas. Ben, c'est la même chose. Maintenant, j'ai implanté le virus du télétravail là, dans votre cerveau, là, alors vous allez pouvoir peut-être le voir plus facilement. Peut-être en l'identifiant, vous allez être le champion parce que vous allez sauver des coûts, éventuellement, peut-être énormément d'argent. Vous allez rendre les gens nécessairement plus heureux. Moins de gens dans le trafic, c'est plus de gens ailleurs, puis nécessairement, ça va être supérieur au trafic. Je connais personne qui dit j'ai assez hâte d'aller me pitcher dans le trafic, puis j'ai assez hâte de finir pour aller passer une heure dans du bumper à bumper. Je connais personne qui aime ça. Alors que ce soit dans l'auto ou dans l'autobus, c'est pas pour rien qu'ils ont des voies rapides pour les autobus, c'est parce qu'ils font payer aux automobilistes le fait qu'ils prennent leur véhicule. C'est une revanche, c'est quelque chose qui en soi est très malaisant parce que les automobilistes payent pour l'essentiel du transport en commun. Alors que le transport en commun prenne une voie qui est normalement réservée aux automobilistes, bien, ça pénalise des gens et je ne suis pas sûr que les gens en autobus, ça fait vraiment une si grande différence d'arriver 3 minutes plus vite. Parce que c'est sûr et certain que si tout le monde allait plus vite, ben, l'autobus aussi irait plus vite, de toute manière. Fait que de réserver une voie, ça, c'est une approche qui est peut-être bonne sur papier, peut-être bonne sur un modèle mathématique, mais dans la vraie vie, je vois beaucoup de gens qui en sont frustrés, je vois beaucoup de gens qui en sont tristes, qui disent je paye pour toutes les voies qu'il y a devant moi, mais j'ai le droit d'en utiliser juste 2 sur 3. Ou, il y a toutes sortes de modèles, mais disons que ce modèle-là, je ne suis pas sûr qu'il amène la paix et la joie dans le cœur de tout le monde. Alors, je vous laisse avec ça. Essayez de voir vous-même s'il n'y a pas une partie de votre travail qui pourrait être en télétravail, si vous ne pourriez pas en parler à votre patron, ou non, pas à votre patron. Ça, les patrons, essayez d'éviter ça dans votre vie, à votre leader, à la personne qui vous inspire, qui vous aide à vous réaliser. C'est eux autres avec qui vous voulez être. Et puis à ce moment-là, peut-être lui proposer un plan, commencer ça doucement, un petit 10 heures par semaine sur le 35 que vous travaillez. Puis si ça va bien, bien on pourra prendre de l'expansion sur ce plan-là. Puis vous allez donc finalement sortir les embouteillages de votre vie, ce qui serait une amélioration exponentielle de votre qualité de vie, même de votre santé. Si tu ne peux pas respirer du gaz 2 heures par jour et dire que ça va te faire du bien à ta santé, c'est automatique que ça te nuit. Alors, si vous pouvez vous éviter ça, ben écoute, faites-le. Puis si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire, parlez-en. Si vous aimez la vidéo, partagez-la. Puis c'est comme ça qu'on fait passer le message. J'ai pris le temps de le dire sur une caméra. Il y en a beaucoup qui le disent en écrit. Clairement, je ne suis pas le seul à penser qu'il y a peut-être moyen de faire mieux. Bien, parlons-en. Puis essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Merci à vous. Puis amusez-vous bien.